Bienvenue à tous à Croissance Verte, votre émission dédiée à l'environnement et au développement durable en Afrique dans le cadre de la journée dédiée à la Côte d'Ivoire. La question du changement climatique est au cœur de tous les débats dans le monde et le transport constitue l'une des sources de production de gaz à effet de serre. On parle de plus en plus de mobilité durable. Qu'est-ce que la mobilité durable et quels sont les enjeux en Côte d'Ivoire? Pour en savoir plus, nous recevons ici M. Gustave Aboy, il est directeur général de l'environnement en Côte d'Ivoire. Mais avant d'entrer dans cet entretien, je vous propose de suivre ce reportage. Nous faisons incursion dans le milieu de celui que l'on appelle l'ambassadeur du vélo, Andy Costa. C'est la Côte d'Ivoire, ça. Go Green. C'est un ambassadeur unique en son genre. Sans pays à représenter, ni compte à rendre à personne, il a enfourché la diplomatie comme il le fait chaque jour avec son vélo, à bras le corps. Sa mission, il se l'est auto-assignée, mettre son pays au vélo. Pour cela, Andy Costa pédale de cop en cop, de salons en plateau télé, sans jamais s'essouffler. Nous sommes à Adjamé, un quartier populaire d'Abidjan, où depuis près de 9 ans, son Excellence, comme il aime à se faire appeler, vient régulièrement plaider la cause de la petite reine. Quand il voulait un vélo, chez moi il est venu, il a donné un vélo, et puis c'est parti. C'est une bonne cause, parce qu'actuellement la pollution est trop. Si on pouvait même faire des routes cyclables pour les vélos, pour la Côte d'Ivoire, ça nous arrange tous. Parce qu'avec le vélo, ça a moins de pollution, puis ça donne la santé. Et la diplomatie du deux roues semble bien fonctionner. Pour les riverains, cet homme au casque vert fluo, toujours vissé sur la tête, fait presque partie du décor. Et sa cause ne leur est plus tout à fait étrangère. Andy Costa, c'est des actions qu'il mène pour le vélo, c'est vraiment des bonnes actions. En tant que directeur technique du vélo boutique, j'exhorte toute population massive, motivée à se donner au vélo. Il y a d'autres qui préfèrent laisser les motos pour protéger l'environnement. Bon, moins de gaz carbonique. Bon. Franchement, c'est très bien ce qu'il fait. C'est quelqu'un que je connais bien, son combat est noble parce que ça permet de réduire la pollution, de créer un équilibre mondial qui permettra à plusieurs aux générations futures de pouvoir avoir une vie paisible. Dans un pays où la voiture est sacralisée, les deux roues, vélos ou motocyclettes, sont quasiment absents du décor. Abidjan, une mégapole de 5 millions d'habitants, voit circuler sur ses routes, voies rapides et échangeurs, plus de 500 000 voitures quotidiennement. Difficile dans cette jungle urbaine de frayer son chemin au milieu de cette circulation. Passez. Nous avons un véritable problème de sécurité lié à la mobilité douce en Côte d'Ivoire à cause de l'incivisme de certains chauffeurs et le manque de pistes cyclables. Mais les nouvelles sont bonnes. Depuis un mois, l'État de Côte d'Ivoire a voté une loi pour la création de pistes cyclables en Côte d'Ivoire. Big up! La première, de 8 km, sera construite à Grand Bassam dans le cadre du projet Promenade de la mer. Mais le plus célèbre cycliste d'Abidjan a 1001 projets pour sa ville. Abidjan a sa journée Bike to Work, au boulot à vélo, pour encourager son usage sur les trajets entre la maison et le travail. Le plateau, quartier des affaires de la capitale économique, est en train de se doter de bornes, les Abidjan Bikes, et des livraisons à vélo sont annoncées du côté de la Poste, qui ambitionne de créer une 50aine d'emplois. L'objectif d'Andy Costa, faire d'Abidjan rien de moins que la première ville cyclable et capitale de l'écologie en Afrique. Pour lancer cette initiative de mobilité durable en Côte d'Ivoire comme ailleurs, nous sommes confrontés à la même problématique. C'est d'abord l'usage du vélo doit être culturel. Et pour cela, nous avons besoin de beaucoup de sensibilisation pour que les Ivoiriens aient ça dans leur quotidien. Et c'est pour ça que nos projets sont très spécifiques. Nous avons décidé d'ici 2020 de doter l'université Félix Houphouët-Boigny de 500 vélos. Et pourquoi l'université? Parce que c'est eux les futurs leaders du climat. S'ils ont une bonne culture environnementale via leur mobilité, c'est sûr que quand ils seront dans la vie active,
ils vont démocratiser l'usage du vélo. Aujourd'hui, la question de la mobilité durable est au cœur de tous les débats partout à travers le monde. Ici en Côte d'Ivoire, un projet de feuille de route de la mobilité durable a été initié. Grâce à Andy Costa, le vélo commence à être intégré dans la politique de l'État ivoirien via les ministères de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que celui des Transports. À l'occasion de la COP25, Andy Costa a décidé de faire le point sur les dernières avancées avec son ami Aristide Gailly, qui a été désigné coordonnateur de la feuille de route sur la mobilité durable. Bel exemple de ce que peut produire la coopération Sud-Sud. Ce projet est né il y a un peu plus d'1 an, lors du sommet Climate Change d'Abidjan. Il n'y a pas d'espace dédié au vélo actuellement. Bonne arrivée. C'est pour ça qu'on se bat. Okay. Alors, la feuille de route mobilité durable en Côte d'Ivoire est née de la COP 10 à tous, plutôt de la COP 21, où le PPMC, qui est le Paris Process in Climate and Mobility, a été créé. Et le PPMC a élaboré une feuille de route mondiale sur la mobilité. Il était donc nécessaire de pouvoir prendre en compte, de l'adapter aux réalités locales. Ainsi, lors de la COP 22 au Maroc, une feuille de route a été élaborée au niveau du Maroc. Après le Maroc, en 2018, il y a eu un sommet à Abidjan, sommet Climate Change Afrique à Abidjan, qui a donc fait la recommandation d'élaborer la feuille de route ivoirienne sur la question de la mobilité. Établi par les ONG, ce projet aux enjeux majeurs pour l'environnement fournit un cadre et un agenda. Et selon son promoteur, il requiert désormais une attention plus active de la part de l'État ivoirien. Le projet de feuille de route est élaboré, c'est un projet. La première chose, c'est que ce projet rentre dans la stratégie de l'État. Et donc, pour entrer dans la stratégie politique de l'État, il faudrait qu'il soit adopté en Conseil des ministres au niveau du gouvernement. Donc, nous, notre action aujourd'hui, c'est de pousser à ce que nous parvenions à cela. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous voulons implémenter certains projets, donc dans une deuxième phase. Et cette phase-là permettra de choisir 4 communes et de mener quelques projets pilotes dans ces communes-là avec des actions de sensibilisation sur les questions de la mobilité durable en Côte d'Ivoire. Des vélos plein la tête, l'enfant de Trècheville, aujourd'hui président d'ONG, entend bien maintenir le braquet et multiplier les plaidoyers pour une mobilité verte, pour que le vélo, sa passion de toujours, dessine l'avenir de sa ville. Nous sommes de retour sur notre plateau et nous le disions avant de lancer le reportage que nous sommes en compagnie de M. Gustave Aboua. Il est directeur général de l'environnement et du développement durable en Côte d'Ivoire. Bienvenue, M. Gustave Aboua. Bonjour, merci. Comment se comporte votre direction, ou du moins, quels sont les grands axes de cette direction? Mais avant tout propos, je voudrais, au nom de son Excellence le Président de la République, au nom aussi du Premier ministre, dire merci au roi. Je dis vive le roi pour la collaboration, la coopération constructive entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, et aussi pour avoir dédié cette journée spécifiquement à la Côte d'Ivoire, parler de l'environnement, parler du développement durable. Et je pense que, en tout cas, c'est le lieu parce que nous avons une coopération entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Environnement du Maroc, une collaboration très accentuée, et chaque trimestre, nous échangeons des experts et nous envoyons des Ivoiriens se former dans le centre 4C du Maroc dédié au changement climatique. Donc je pense que c'est vraiment une coopération qu'il faut saluer, qu'il faut encourager. Et je pourrais dire que ça a une incidence positive sur les acteurs environnementaux en Côte d'Ivoire. Et je pourrais dire que notre direction en général se porte bien grâce à cette coopération. Et nous sommes engagés sur tous les fronts en ce qui concerne le développement durable en Côte d'Ivoire. Comment elle se décline en termes d'action ou de sous-direction avec des compétences bien précises? Mais nous avons 4
direction centrale dédiée aux thématiques la lutte contre le changement climatique, la responsabilité sociétale des entreprises, il y a les risques environnementaux et il y a également les déchets industriels. Donc vous voyez que toutes les thématiques qui concernent l'environnement et le développement durable sont valorisées, sont prises en compte dans notre stratégie d'action adoptée depuis 2011 par le gouvernement. D'accord, revenons maintenant à la question de la mobilité durable ou éco-mobilité. Qu'est-ce que c'est concrètement? Bon, la mobilité durable, je pourrais dire, c'est une mobilité qui n'encourage pas l'émission des gaz à effet de serre. On peut dire que c'est une mobilité verte et c'est une mobilité aussi des hommes, des marchandises, des animaux, mais qui n'émet pas, mais qui émet peu de gaz à effet de serre, de sorte à ne pas endommager notre climat. D'accord. Puisque le cas de la Côte d'Ivoire est pris en exemple, en Côte d'Ivoire, quels sont les moyens les plus utilisés? Nous verrons plus tard leurs impacts. Bon, nous avons, vous voyez ici comme moi, hein, il y a des véhicules privés, il y a la marche, il y a le vélo qui n'est pas trop utilisé, il y a également le transport en commun qui, tant bien que mal, essaie de transporter une masse critique des Ivoiriens. Mais également, il y a le train qui est sous-utilisé. Il y a aussi, comme vous savez, l'avion qui est vraiment, en tout cas, prisé ces derniers temps en ce qui concerne l'investissement extérieur, les touristes qui arrivent, en tout cas en grande vague, en Côte d'Ivoire. D'accord. Voyons maintenant l'impact de ces moyens de transport sur l'environnement. Quand on sait que les véhicules, certains engins utilisent le pétrole, l'essence et tout ce qu'on sait, quel est l'impact direct sur l'environnement? Ça a un impact significatif. Quand nous avons élaboré notre contribution nationale déterminée que nous avons présentée à la COP 21 à Paris en 2015, dans cette contribution, le transport occupe une place majeure après l'énergie, c'était l'énergie. Il y a le transport, il y a l'agriculture, il y a le secteur des déchets. Et donc, le transport joue un rôle considérable en tout cas, dans le désordre que nous avons au niveau du climat. Et c'est pour cela qu'il y a une conscience et une volonté politique. Le président l'a dit, il va remplir tous ses engagements internationaux en ce qui concerne l'accord de Paris sur le climat. Et nous avons, dès 2015, après 2015, le gouvernement a pris en tout cas un décret avec courage, il faut le dire, parce que le décret sur l'interdiction de l'importation des véhicules qui ont moins de 5 ans, ça fait couler beaucoup d'encre, mais aujourd'hui ce décret est en vigueur et ce décret marche et ce décret porte ses fruits. En ce qui concerne la contribution, la baisse, la contribution du secteur du transport dans l'émission des gaz à effet de serre. D'accord, il y a certains rapports qui disent que d'ici à 2050, le nombre de véhicules qu'on observe aujourd'hui va doubler. Parlons du décret en question. Comment peut-on mesurer l'impact de ce décret-là sur l'environnement? Oui, mais il y a des capteurs. Des capteurs, je pense que nous avons une structure appropriée, agréée, en cela le CIAPOL, qui a des capteurs mobiles qui mesurent au niveau des carrefours l'émission due aux véhicules. Et c'est cette technologie qui nous permet d'affirmer que tel jour, tel mois, voilà la quantification des émissions dues au secteur transport, parce que ces capteurs sont situés au carrefour des grands axes de la voirie des routes en Côte d'Ivoire. D'accord, nous imaginons que le ministère de l'Environnement, votre direction, a contribué quant à la prise du décret d'interdiction des véhicules importés qui ont plus de 5 ans. Pourquoi de façon concrète? Quelles sont les conséquences? Oui, parce qu'on s'est rendu compte que, en tout cas, les voitures polluantes, les véhicules polluants, les plus polluants rentraient en Côte d'Ivoire. Tu as des véhicules de plus de 20 ans, de plus de 5 ans à 30 ans, et qui rentraient sans contrôle, je dirais pas sans contrôle, mais sans contrôle, parce qu'on ne contrôlait pas le niveau d'émission de ces véhicules avant que ça arrive en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est vraiment un acte courageux qu'a pris le gouvernement, et je tiens à saluer le courage du ministre du Transport. En tout cas, il aurait dû ne pas, parce que ça freinait l'entrée des devises, surtout au niveau du transport, et aussi nos frères de la diaspora qui, comme vous le savez, s'adonnaient à ce genre d'activité,
en tout cas, ont beaucoup décrié cette mesure, mais je pense que le ministre a tenu bon avec le soutien du gouvernement. Aujourd'hui, ce décret est en vigueur et des mesures, des alternatives ont aussi été développées pour mitiger un peu l'impact financier de ces décrets. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement a passé des accords avec les banques pour le renouvellement du parc auto. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'autobus neufs qui sortent, enfin chez les concessionnaires et qui sont en circulation. Aujourd'hui aussi le système des taxis le parc est en train de se renouveler avec la subvention, avec la nouvelle politique de transport initiée par l'État. D'accord. Est-ce que ces mesures prises-là, ces nouveaux transports polluent moins? Ça pollue moins parce qu'un nouveau véhicule émet, tout dépend du moteur, hein, émet peu, je ne dis pas qu'il n'émet pas, mais émet peu de gaz à effet de serre, oui, par rapport à un véhicule vieillissant, oui, un moteur vieillissant. Beaucoup plus dangereux plus dangereux. Et la tendance dans le temps était à l'adoption des moteurs à diesel. Les Ivoiriens prisaient beaucoup plus le véhicule à diesel parce que le gazole était moins cher. Mais on s'est rendu compte que c'est le diesel même qui est à la base de la forte émission de gaz à effet de serre. Vous avez qu'un pays comme l'Allemagne a interdit les véhicules à diesel. Et donc, l'Allemagne s'est rendu compte que c'est vrai que l'essence, il y a des éléments polluants dans l'essence, mais l'essence est moins polluant que le diesel. Donc, cette mesure qui a supprimé les véhicules vieillissants, surtout les camions vieillissants, est à saluer. Et je pense que le gouvernement tout entier soutient cette mesure et des alternatives qui sont préconisées pour que les Ivoiriens puissent avoir accès aux véhicules neufs. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des banques qui font la publicité. On peut acheter une voiture sans taux d'intérêt, intérêt 1%, 0%. Donc, c'est des mesures qui d'accompagnement qui permettent aux Ivoiriens d'avoir des véhicules neufs sans toutefois se déporter vers les véhicules, comme on l'appelle communément, François. D'accord, très bien. Selon un récent rapport de l'ONU, les émissions de CO2 ont progressé en moyenne de 1,5% par an. Ces 10 dernières années, elles ne donnent aucun signe de ralentissement, alors qu'il faudrait qu'elles baissent de 7,6% par an chaque année entre 2020 et 2030 pour espérer respecter la limite de plus 1,5 degrés Celsius. On voudrait savoir, est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir? Je pense qu'il y a de l'espoir. C'est pour ça que vous avez la COP de cette année, la COP 25, est appelée la COP de l'action. Parce qu'on s'est rendu compte que depuis l'accord de Paris, c'est vrai, il y a eu des engagements au niveau international, mais ces engagements tardent à se traduire en actes. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ça bouge un peu en Europe, ça bouge en Occident. Donc il faut que ça bouge aussi en Afrique. Donc nous partons à cette COP là, à Madrid pour pouvoir véritablement avoir les moyens pour la transition écologique. Ça veut dire que le secteur de transport aura les moyens, tous les pays auront les moyens à travers la disponibilité du Fonds vert climat. C'est un fonds qui est doté de plus de 100 milliards de dollars par an pour l'ensemble des pays. Et nous avons, au niveau de la Côte d'Ivoire, développé notre stratégie, le programme d'investissement pour le Fonds vert. Et nous partons confiants que ce programme qui a été élaboré de façon consensuelle avec l'implication de toutes les parties prenantes, pas plus tard que ce matin, nous avons validé le programme d'investissement qui sera porté à Madrid. Et toutes les parties prenantes étaient représentées, les ONG, le privé, le gouvernement et en tout cas, les partenaires au développement étaient tous présents. Donc, ce document-là, qui a été élaboré de façon consensuelle, va nous permettre d'avoir accès au financement du climat et lors des négociations de la COP 25. D'accord, très bien. Je voudrais qu'on revienne maintenant sur la mobilité durable. Quels sont les moyens palliatifs ou les moyens alternatifs pour permettre vraiment de réduire notre émission de CO2. C'est vrai qu'une mesure a été prise par rapport aux véhicules importés, mais ils émettent toujours des gaz à effet de serre. Quels sont les moyens alternatifs? Oui, nous sommes conscients. Aujourd'hui, il y a des projets de promotion de véhicules électriques. Il y a des avant-projets qui sont mis en œuvre à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il y a des bus électriques
qui se déploient. Il y a des vélos, même électriques, qui se déploient dans l'espace universitaire. Mais nous voulons que ces véhicules soient accessibles à l'Ivoirien lambda. Et donc, nous sommes en train de développer des projets de véhicules électriques, de vélos électriques. Et aussi, nous avons la chance d'avoir le nouveau plan d'urbanisation Abidjan depuis 2016 et avec l'aide du Japon. Et dans ce plan d'urbanisme, je pense qu'il y a des pistes cyclables, il y a des voies aussi, des grandes voies pour les transports en commun qui ne seront pas du tout empruntés par d'autres véhicules. Donc, il y aura cette facilité de circulation. Et également, l'Ivoirien aussi peut aller au travail à vélo, ce qui n'est pas signe de pauvreté, mais qui est signe d'éco-citoyen, si je peux m'exprimer ainsi. Il y en a qui ont toujours rêvé d'avoir un véhicule et maintenant on leur parle d'acquérir un vélo. Comment est-ce qu'ils vont prendre? Non, mais il faut faire comprendre à l'Ivoirien que utiliser le vélo n'est pas signe de pauvreté. Moi qui vous parle, souvent, si on avait les pistes cyclables, j'allais utiliser le vélo pour aller au boulot. Et quand nous allons au Maroc, quand nous allons au Canada, il y avait les fonctionnaires, la plupart du temps, vont au travail à vélo. Quand vous allez dans les pays de la Scandinavie, là c'est le com, tout le monde est à vélo. Les gens garent leur véhicule dans les parkings et préfèrent prendre le vélo pour aller au travail. Et donc l'utilisation du vélo est signe d'éco-citoyenneté, mais pas signe de pauvreté. Donc c'est cette sensibilisation il faut renverser changer la mentalité pour faire comprendre aux Ivoiriens que se déplacer à vélo, ce n'est pas parce qu'on est pauvre, c'est pas parce qu'on ne peut pas s'acheter une voiture qu'on utilise le vélo, mais on utilise le vélo pour être un acteur de la protection de notre environnement. D'accord, revenons sur ce plan d'urbanisation avec tous les embouteillages. Abidjan, en Côte d'Ivoire, on se demande comment ça va être possible. C'est possible parce qu'il y a des projets qui sont en vigueur. Vous voyez, il y a la Y4 qui est Angré, Bingerville et aussi Bassam. C'est-à-dire que toutes les grandes villes seront reliées par des voies de contournement qui feront qu'il n'y aura pas trop d'embouteillages. C'est un peu comme à New York, quand vous allez à New York, aux heures de descente, vous prenez la ceinture, et ceinture qui vous permet d'aller dans votre quartier sans toutefois passer par les voies centrales. Donc c'est un peu cette image que la Côte d'Ivoire a adoptée. Il y aura cette Y4 qui va faire le tour du district d'Abidjan, de sorte que quelqu'un qui vient d'Agboville peut facilement aller à Yopougon sans toutefois passer par Abobo. Ou bien quelqu'un qui est à Abobo qui veut aller à Yopougon peut emprunter cette ceinture-là pour aller à Yopougon sans toutefois venir sur les voies encombrées. Donc je pense que c'est des mesures qui ont été savamment élaborées et qui sont en train d'être mises en œuvre avec, bien entendu, l'appui technique et financier de nos partenaires. Parce que la BAD, ces projets sont financés par la BAD, la Banque mondiale et autres. Vous savez que d'autres sont en reconstruction. Donc c'est avec cet appui extérieur que nous allons y arriver et nous sommes confiants. Nous allons y arriver. Et au nombre de ces mesures, il y a le projet de métro également à Oui, Abidjan. le président l'a signé, son Excellence Alassane Ouattara l'a signé avec le président de la France. Et bientôt, cela sera une réalité. On a dit, on a vu les maquettes, donc les premières lignes qui vont relier Agnaman à Yopougon seront réalisées. Et donc, je pense que c'est pas du rêve, c'est vraiment des projets qui seront réalisés. Et tout ça pour le bonheur des populations ivoiriennes, mais aussi pour la qualité environnementale tant recherchée, qualité qui va insuffler vraiment une rallonge au niveau de l'espérance de vie des Ivoiriens. D'accord, mobilité durable et impact économique. Oui, il y a un rapport de la Banque mondiale qui a dit que, en tout cas, les embouteillages causent beaucoup de pertes, surtout au niveau économique à la Côte d'Ivoire. Et ici, contribue à perdre 1% au niveau de la croissance économique, ce qui est vraiment considérable. Et si on investit pour vraiment faciliter la mobilité, éviter les congestions, pour que l'Ivoirien aille au travail à l'heure, ou bien aille faire ses courses en temps, et ce gain de temps peut profiter à l'économie.
D'accord, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Au niveau de la Direction générale de l'environnement et du développement durable, quelles sont les prochaines initiatives qui vont être prises dans le cadre de la mobilité durable? Comme je l'ai dit, il y a un projet que nous avons avec le soutien du FERM, le Fonds pour l'environnement mondial, qui va essayer de développer les voitures électriques, les vélos et surtout les transports, les modes de transport non émetteurs de gaz à effet de serre ou bien peu émetteurs de gaz à effet de serre. Donc il y aura des voitures, la promotion des vélos, des motos électriques, donc tout un arsenal de technologies d'atténuation, comme on l'appelle, qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de réduire de façon drastique, de façon considérable, son impact au niveau du transport sur la qualité de l'air. Et de même qu'il y a eu des mesures d'accompagnement par rapport aux véhicules importés, il y aura également des mesures d'accompagnement pour aider la population à avoir accès à tous ces différents moyens. Absolument. Et je pense qu'il y a des projets même de construction, de montage des véhicules électriques en Côte d'Ivoire avec l'apport des Japonais. Je pense que le dernier sommet du TICAD, on a eu en tout cas un consentement des Japonais à venir aider la Côte d'Ivoire, de la firme Toyota, à vraiment s'établir en Côte d'Ivoire pour faire la promotion non seulement des véhicules électriques, mais des véhicules moins polluants en matière de lutte contre le changement climatique. C'est ici qu'on va s'arrêter, Monsieur Gustave Aboua. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'environnement et du développement durable en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et encore une fois, merci au roi pour la franche collaboration entre nos deux pays, qui est vraiment une collaboration bénéfique pour la Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir suivi Croissance Verte. Portez-vous bien et à très bientôt.